Bonjour à tous, bienvenue à notre nouveau live Facebook, aujourd'hui qui s'intitule Comment tester et entraîner son cerveau. Donc aujourd'hui, je reçois Madame Sandrine Indard, qui est neuropsychologue au Centre Mémoire de ressources et de recherche de l'hôpital de Lariboisière à Paris. Bonjour Sandrine. Bonjour. Et donc aujourd'hui, nous allons parler du cerveau, des capacités de notre cerveau. Vous le savez, dans la vie, on traite énormément d'informations et le cerveau est beaucoup sollicité. Et pour gérer toutes ces différentes capacités, ces différentes informations, on a besoin de nos capacités cérébrales, ce qu'on appelle les fonctions cognitives, qui rassemble toutes les compétences nécessaires pour gérer les informations comme la perception, le langage, la mémoire, la prise de décision, le mouvement, etc. Alors, comment testons-nous ces différentes capacités cérébrales, lesquelles sont touchées dans la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées, comment les distinguer les unes des autres et puis comment, bien sûr, entraîner ces capacités cognitives pour nous préserver du déclin cognitif. Alors pour répondre à toutes ces questions, aujourd'hui Sandrine va nous aider, elle est neuropsychologue et je pense que ça va être très intéressant de comprendre toutes ces capacités de notre cerveau. Alors Sandrine, déjà une première question, qu'est-ce qu'une capacité cognitive ? Alors une capacité cognitive, vous l'avez déjà un petit peu présenté, c'est une fonction cognitive, c'est-à-dire que c'est une fonction mentale qui nous permet d'acquérir des informations sur notre environnement. En gros, la cognition, c'est ce qui se réfère aux connaissances que nous avons sur le monde et sur nous-mêmes. Et en fait, les capacités cognitives, les fonctions cognitives, c'est toutes les fonctions qui vont nous permettre d'acquérir ces informations. Donc c'est très clair. Et donc, on en a plusieurs. Et donc, quelles sont-elles dans notre cerveau ? Alors, il y a en gros 5 grands domaines de fonctions cognitives. Le premier domaine, c'est la plus connue, c'est la capacité cognitive de la mémoire, les fonctions mnésiques. La mémoire, c'est une capacité cognitive, une fonction cognitive qui est assez complexe. On a différents types de mémoire. On va voir une mémoire qui mémorise un peu les événements. Nous, c'est ce qu'on appelle la mémoire épisodique, de ce qu'on fait, où, quoi, comment, avec qui. Cette mémoire-là, qui nous constitue également d'un point de vue autobiographique sur nous. Et on va voir la mémoire plus ce qu'on appelle un peu une mémoire sémantique d'effets généraux, que ce soit sur nous-mêmes, ça veut dire mémoriser notre date de naissance, qu'est-ce qu'on a fait à quel âge, ou des événements aussi généraux sur le monde, les dates de la Deuxième Guerre mondiale, tout ce genre de choses. Donc la mémoire, c'est quelque chose d'un peu complexe, où on a vraiment ce qui est de l'ordre du quotidien, qu'est-ce qu'on fait quand, et des choses un petit peu plus générales. Ensuite, on a d'autres fonctions cognitives, une qui est très importante, qui est celle de l'attention. En fait, l'attention, c'est un peu ce qui va nous permettre de nous concentrer sur une partie de l'environnement et de la traiter. Sans attention, mais on serait totalement éparpillé, on ne pourrait pas traiter l'information. Donc ces deux-là sont assez principales et nous permettent de voir un peu comment on peut acquérir l'information. Il y a également une autre fonction, une grande fonction cognitive qui est majeure, qui sont les fonctions exécutives. Les fonctions exécutives, c'est tout ce qui va nous permettre de nous adapter à la nouveauté, en planifiant nos actions, en prenant des décisions, en faisant des raisonnements un peu complexes, qui peuvent nous permettre de nous adapter à toutes les situations qui sont nouvelles. Voilà. Et enfin, on a tout un groupe de fonctions, qui est ce qu'on appelle les fonctions instrumentales, c'est-à-dire que ce sont nos instruments un peu à nous pour parcourir le monde, c'est-à-dire qu'on a besoin de nos fonctions perceptives visuelles, qui va nous permettre, parce que la vision, ce ne sont pas que les yeux, et on a également tout reconstruit au niveau du cerveau, qui nous permet d'acquérir les informations, de les intégrer. Ensuite, on a nos fonctions de langage, qui nous permettent d'entendre ce qu'on dit, et également de communiquer, de comprendre, de pouvoir interagir. Et la dernière modalité qui est importante, donc ce sont les fonctions gestuelles. Nous, on peut dire les fonctions praxiques également, qui sont toute la mémoire des gestes que nous avons, ce qui nous permet de prendre une feuille, réaliser nos actions du quotidien. D'accord. Donc en gros, on a 5 grandes fonctions qui se dessinent. C'est extrêmement large, notre cerveau est vraiment sollicité, je pense. Et alors, toutes ces fonctions cognitives, donc certaines sont atteintes dans la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées. Alors surtout, là, on va se focaliser sur la maladie d'Alzheimer au stade débutant. Lesquelles sont touchées ? Alors, la maladie d'Alzheimer, c'est avant tout une maladie de la mémoire. Donc, à un stade débutant, on a des patients qui peuvent arriver avec des plaintes de mémoire qui sont assez discrètes dans le quotidien, mais où ils vont avoir l'impression de moins se rappeler d'événements récents. Par exemple, ils ont des conversations avec leurs proches, ça va être moins précis, ou il y a des amis qui ont dit des choses, on va moins se souvenir de ce qui a été dit.
Ça peut être des confusions de rendez-vous. Ça peut être sur des films qu'on regarde, on s'en souvient moins bien, on a l'impression d'avoir déjà vu ce film 2 fois et c'est qu'au bout d'1 heure qu'on se rend compte qu'en fait on l'avait déjà regardé. Donc ça peut être des fragilités de mémoire qui sont discrètes dans le quotidien et qui s'immiscent. Mais ce qui est important, c'est de se dire qu'il y a quand même une rupture avec notre fonctionnement intérieur. C'est-à-dire que quand on a mal dormi, qu'on est fatigué, qu'on fait plein de choses, on peut tous avoir des difficultés de mémoire, c'est normal. Mais là, c'est vraiment une rupture avec son fonctionnement intérieur, quelque chose qui est surprenant. C'est-à-dire qu'avant, même si j'étais fatiguée, je me disais bien, là c'est bizarre, je l'ai un peu plus oublié que d'habitude. Ou alors mes proches ont fait également la remarque que j'avais oubliée. Ça peut être aussi l'entourage qui dit, tu oublies un peu plus que d'habitude, c'est quand même un peu étonnant. Et c'est souvent les patients déclenchent un peu la consultation avec ça. Donc bien que ce soit une maladie de la mémoire, on a, comme on l'a dit avant, on a plein de fonctions cognitives. Donc on a aussi d'autres fonctions cognitives qui peuvent être un petit peu dysfonctionnantes. Et une autre qui est assez majeure, enfin ce qui revient beaucoup chez les patients qui consultent très précocement, ça peut être une difficulté à trouver ses mots. Donc ça peut être avoir le mot sur le bout de la langue où on cherche longtemps, une plus grande difficulté à suivre les conversations, à les comprendre, ce qui fait qu'on peut un peu diminuer notre participation sur des échanges un peu complexes. Une difficulté à retrouver également les noms propres, les gens, personnes célèbres. Alors, ça, c'est quand même quelque chose qui arrive avec le vieillissement normal. Ça a été montré avec le vieillissement normal, on a plus de difficultés à trouver les noms propres. Mais quand même, les personnes peuvent être un peu gênées et c'est un petit peu plus appuyé que de l'occasionnel. C'est vraiment quelque chose qui est là et qui est présent. Donc ça, c'est ce qui est un peu prototypique. Après, dans la maladie d'Alzheimer, il peut y avoir des formes qui le sont un peu moins. Donc même si c'est les fonctions mémoire, parce qu'en fait, il y a une gradation des lésions dans le cerveau. Donc ça commence par les régions qui sont très attenantes à la mémoire. Certaines peuvent commencer sur des régions qui peuvent être, nous, ce qu'on appelle des régions cérébrales un peu pariétales, un peu occipitales. Avec, ça peut être des difficultés dans la perception des noms, des montants, des difficultés sur des fonctions visio-spatiales. La fonction, ce que je disais tout à l'heure, la perception visuelle, par exemple, qui peut être vue en conduite, on a plus de difficultés à la conduite, à intégrer les distances, une voiture par rapport à moi, à prendre des ronds-points, par exemple. Donc, même si c'est une maladie de la mémoire, c'est ce qui est au premier plan. Des fois, on peut avoir des formes un peu atypiques, on peut avoir d'autres fonctions cognitives qui peuvent être... Voilà. J'avais parlé aussi des fonctions exécutives, pour, voilà, c'est-à-dire une capacité à moins s'adapter aux situations qui sont nouvelles. Par exemple, on prend des cours nouvellement de tai chi, on va avoir plus de difficultés à retenir les informations, à s'adapter aux nouvelles personnes, à retenir les gestes, voilà, ce qui est tout un ensemble de gestes à avoir. Donc, ça va être aussi visible sur les nouvelles acquisitions. Et aussi des problèmes de planification, des fois De planification, effectivement. Par exemple, on est habitué à recevoir 10 amis tous les dimanches. Et ben, d'un coup, cette tâche va nous paraître un peu plus complexe. On ne sait pas pourquoi, ça devient coûteux. On a rappelé 2 fois la même personne alors qu'on ne l'aurait pas fait. Ça devient un peu plus difficile de se dire, d'abord je vais faire telle action, puis telle action. Du coup, on l'a fait un peu dans le désordre. Où on va avoir tendance à en interrompre une pour sauter à une et ensuite revenir à celle d'avant. Et du coup, ça va créer un petit peu de désorganisation. Donc même si au final on va y arriver, en fait, ça aurait été un petit peu plus coûteux. Oui, et c'est surtout de se sentir que c'est différent d'avant. C'est différent d'avant. C'est pas seulement qu'on a toujours été peut-être comme ça, mais c'est plus une différence parce par qu'on rapport. peut tous avoir des petits troubles de l'attention, ce genre de choses depuis longtemps. Non, c'est vraiment quelque chose qui est nouveau, qui apparaît de façon un petit peu insidieuse, où on se dit effectivement, ça fait quelques mois, 1 à 2 ans, que ça apparaît dans mon quotidien, de façon un petit peu différente de quand on va pas bien, parce qu'on se connaît un petit peu avec l'âge. Et c'est quelque chose qui nous surprend un peu, voilà, qui s'est mis dans notre quotidien et qui nous surprend un petit peu. Ça, c'est très important. Et au niveau de la mémoire, vous disiez, comme il y a plusieurs types de mémoire, dans la maladie d'Alzheimer, quel type de mémoire est touché? Alors, dans la maladie d'Alzheimer, le type de la mémoire qui va être touché, c'est la mémoire des événements récents. À contrario de la mémoire des événements plus lointains. Et souvent, quand on a, par exemple, une personne et son proche, souvent le proche dit « mais elle a plus de mémoire que moi ». C'est très fréquent. Mais si, je vous assure, elle se souvient beaucoup mieux des choses que moi, parce que la mémoire de ce qu'on a fait en vacances il y a 10 ans, dans l'enfance, est très très bien préservée. La mémoire des routines, voilà, si on fait des choses de façon très très routinière, ça c'est préservé très longtemps. Et c'est justement une mémoire sur laquelle on peut s'appuyer.
En revanche, la mémoire des faits récents, de ce qui s'est passé il y a quelques jours, il y a quelques semaines, c'est cette mémoire-là qui va être touchée. Et c'est là on peut avoir des confusions sur mais si je t'ai appelé au téléphone il y a 2 jours, ben non, c'était il y a une semaine. Et le rapport au temps également, dans ce qui va être récent, va être un peu difficile de fait, étant donné que la mémoire fonctionne un peu moins bien. Donc c'est pour ça qu'on pose souvent la question des films, des conversations, de ce qu'on a fait, parce que c'est cette mémoire récente qui va dysfonctionner. Oui, bien sûr, d'accord. Et donc ça c'est dans le stade débutant de la maladie d'Alzheimer, mais est-ce qu'on pourrait faire la différence avec certains tests, la différence des capacités cognitives qui sont touchées dans les autres maladies neurologiques? Alors dans les autres maladies neurologiques, ce qu'on va pouvoir avoir, par exemple dans la maladie à corps de Lévy, qui est un autre type de maladie qui évolue également dans le temps, qui est neurodégénérative, on va avoir une maladie qui est beaucoup plus en termes de fonction cognitive, donc il va y avoir un petit peu de mémoire, mais qui va également s'appuyer sur un dysfonctionnement des fonctions exécutives un petit peu plus marqué, sur les planifications. Également, elle est très notée pour ça sur les fonctions visio-spatiales, visio-constructives, c'est-à-dire qu'on va avoir des difficultés de perception qui sont un peu plus appuyées. Par exemple, un des symptômes qu'on connaît, c'est la synaptognosie. La synaptognosie, c'est une capacité à voir plusieurs choses en même temps. Ce qui fait que par exemple, si on est sur la table, qu'on a face à nous, on va percevoir par exemple ceci, mais peut-être qu'on ne verra pas les brochures en même temps. Donc on va avoir des difficultés de l'intégration visuelle, la perception visuelle qui peut être un petit peu plus marquée. Il y a une autre maladie neurodégénérative qui est la dégénérescence frontotemporale, qui est une autre maladie où ça prend également le cortex temporal, comme la maladie d'Alzheimer, mais elle est aussi notée pour prendre le cortex frontal. Et en fait, ces régions-là du cerveau sont également des régions qui gèrent le comportement. Donc, dans ce type de pathologie, un des premiers signes, ça peut être les dysfonctionnements comportementaux. Donc, par exemple, c'est être un petit peu moins adapté en société, faire un peu plus de blagues, comme disait avant, une jovialité. Un peu désinhibé. Un peu désinhibé, ou ça peut être un changement des goûts alimentaires. C'est-à-dire qu'avant, on aimait ça, maintenant, on se met à aimer le sucré ou à faire des choix un peu étonnants par rapport à ce qu'on faisait avant. Mais nous, en tant que neuropsychologue, le bilan cognitif, ça peut être un peu difficile justement parce que c'est difficile entre ces maladies-là, les fonctions cognitives peuvent se regrouper. Des fois, il faut un peu tirer les ficelles. Et ça va être une évaluation un peu globale avec le neurologue, avec l'IRM. Pourquoi pas aller chercher des biomarqueurs qui vont nous permettre d'accéder au diagnostic. Oui, c'est un ensemble d'outils. C'est un ensemble d'outils. Ce n'est pas que en disant, il y a un trouble de la mémoire qu'on se dit, c'est juste ça. C'est un petit peu plus complexe que ça. Il faut qu'on ait le parcours du patient, ses habitudes de vie, les médicaments qu'il prend. Il peut y avoir des effets secondaires. Des médicaments, absolument. Donc ça va être important de regarder tout ça. Et c'est ça qui va nous permettre de faire des différences entre est-ce qu'il y a une maladie neurodégénérative ou pas, et si oui, laquelle. D'accord. Et si par exemple, la personne arrive et c'est une dépression, vous êtes capable de voir les différentes capacités, parce ça peut mimer un début de maladie d'Alzheimer. Effectivement, il y a des maladies d'Alzheimer dont ça peut être la porte d'entrée, et pas que la maladie à corps de Lévy également, ça peut être très touché également par la dépression. Donc la dépression, ça va être un signe qui va un peu nous alerter. Donc on va s'y intéresser, on va se demander par exemple s'il y a un épisode dépressif depuis quand, est-ce que c'est le premier, est-ce que c'est quelque chose d'habituel, d'inhabituel. Ça va être différent de quelqu'un qui a un syndrome dépressif majeur, qui se développe souvent un peu, soit dans l'enfance, soit 20 ans, 30 ans, qui a fait plusieurs épisodes dépressifs au cours de sa vie, que quelqu'un qui a fait un premier épisode dépressif comme ça à 50 ans. D'accord, c'est Donc ça va un petit peu nous alerter. Et dans les tests de mémoire, en fait, quand on teste un petit peu la mémoire, c'est une fonction un peu complexe. Un des tests qui est assez fréquent, on va faire apprendre des listes de mots, par exemple, aux patients, et certaines, on va demander des indices, pas des indices, qui va nous permettre de cibler quel type de mémoire peut être atteinte. Est-ce que c'est la mise en mémoire qui va être atteinte? Est-ce que c'est récupérer l'information au bon moment en mémoire? Ou alors est-ce que c'est stocker l'information dans le temps? Et c'est vrai qu'une personne qui est juste dépressive peut avoir des dysfonctions de mémoire, mais dans sa capacité à aller récupérer l'information. C'est-à-dire que toute seule, récupérer l'information, ça va être fastidieux. Mais elle l'a en elle, elle l'a stocké. C'est-à-dire que dès qu'on donne des indices, c'était ça. C'était ça. Elle a besoin d'un peu d'aide. Mais avec l'aide, elle y arrive. Qu'une personne qui va avoir une maladie d'Alzheimer, elle, ça va être vraiment dans la consolidation de son souvenir, c'est-à-dire que l'information ne va pas être consolidée, elle va être perdue.
C'est-à-dire que même si on donne l'aide, même si on donne l'indice, en fait, on ne va pas se souvenir. Ou même, on peut avoir une tendance à faire des petites intrusions. Ah, mais vous m'avez dit ça, ben non, c'était pas exactement ça. D'accord. C'est vraiment le souvenir qui disparaît. Contrairement à la dépression, c'est d'aller le chercher. Oui, tout à fait. D'accord. Et est-ce que par exemple, des troubles comme les troubles bipolaires, vous pouvez voir des choses différentes? Est-ce que la question c'est est-ce que dans les troubles bipolaires, on a des problèmes de mémoire? Alors dans les troubles bipolaires, normalement, si on est bien équilibré, tout ça, on a un fonctionnement cognitif qui fonctionne bien. Donc, voilà, c'est vraiment quand on est dans un épisode dépressif majeur. C'est ça, du trouble en fait. Voilà. Donc nous, quand on va voir une personne bipolaire, déjà on va évaluer est-ce qu'il est dans une phase ou pas. D'accord. Est-ce qu'il est dans une phase dépressive ou est-ce qu'il est dans une phase maniaque. Déjà, ça va être la première chose. Si il est constant, les troubles bipolaires, c'est justement un petit peu compliqué parce que les troubles bipolaires vieillissants peuvent avoir... alors là, on s'éloigne un peu de la maladie d'Alzheimer parce qu'eux, ils peuvent avoir des troubles cognitifs, puis ils peuvent au contraire se ressembler à des dégénérescences frontotemporales. Oui. C'est plutôt ça. Et D'accord. des fois, des maladies bipolaires peuvent développer certains troubles, mais qui vont être stables dans le temps. Au contraire, une dégénérescence frontotemporale va évoluer. C'est ça. Alors que dans une maladie bipolaire, avec le vieillissement, le cerveau s'affaiblit un peu. Donc on va développer des troubles cognitifs, mais on va avoir quelque chose d'un peu stable, qui va être fluctuant en fonction des phases dépressives ou maniaques qu'on peut avoir. Voilà. Alors après, c'est pas parce que ça veut pas dire qu'on va pas évoluer vers une maladie d'Alzheimer. C'est pas, voilà. Donc on va rester toujours vigilant et on va suivre, mais ça va être un petit peu différent. Donc c'est vraiment très très intéressant. On fait vous pouvez faire des grandes différences quand même et c'est difficile parce qu'il faut plusieurs outils, l'imagerie cérébrale, des fois la ponction lombaire ou des examens biologiques pour regrouper l'ensemble des informations et poser un diagnostic, mais en termes de neuropsychologie, on arrive quand même à avoir des choses avec des tests. Voilà, poussé. On a des indices et des fois c'est également le suivi dans le temps qui nous permet de répondre à ces indices. Voilà, c'est-à-dire que en fait, quand on fait une évaluation cognitive, on va essayer d'évaluer toutes ces différentes fonctions. Ça dure à peu près 2 heures, 2 heures et demie. Et c'est souvent ce que je dis aux patients, c'est qu'on fait un état des lieux à un instant T. Et justement, par rapport à la plainte, on va aller voir si ce profil cognitif évolue ou pas dans le temps et comment. Et souvent, on suit les patients, on fait des bilans à 1 an, 2 ans, et on va regarder justement, vu que c'est neurodégénératif, qu'on a une évolution de ces troubles cognitifs, on va aller voir si les difficultés de mémoire instantée évoluent, à quel rythme, comment et dans quelle direction. Est-ce que c'est la mémoire? Est-ce que d'autres fonctions cognitives vont être altérées? Et c'est un peu comme ça qu'on va avancer. C'est-à-dire qu'on a la fonction instantée, mais on a surtout le suivi qui va nous aider. Et si par exemple une personne vient mais qu'elle a essentiellement des troubles de l'attention, on peut imaginer que sur 2 heures, alors l'attention elle baisse encore plus. Donc vous pouvez prendre en compte cette diminution du temps de la durée en fait de l'examen parce que... Effectivement, alors on regarde tout ça, on regarde comment ont dormi les gens, tout ça. Parce que les fonctions attentionnelles, ce sont des fonctions qui sont très sensibles. Il suffit qu'on ait une rupture de sommeil, forcément on va être moins attentif. Si on a un stress très important, on va être moins attentif. Donc on va regarder les conditions dans lesquelles les patients sont avant le bilan et on va regarder leur fatigabilité. Donc effectivement, on va voir si le patient commence à avoir des ruptures d'attention, de concentration. On va pas pourquoi pas écourter le bilan ou le faire en 2 fois. D'accord. Mais le dysfonctionnement attentionnel, c'est également quelque chose qui va nous intéresser. Parce que, alors, il n'est pas au premier plan dans la maladie d'Alzheimer. On va avoir des capacités de mémoire immédiate, d'attention qui peuvent être assez bien maintenues. Mais dans d'autres maladies neurodégénératives, comme dans la maladie à corps de Lévy, par exemple, c'est une maladie qui est assez sujette à l'attention. Où clairement, l'entourage peut le dire, ou le patient, voir des fluctuations dans le temps, avec des difficultés de vigilance. Je ne sais pas pourquoi, il y a des jours ça va très bien, à un autre moment donné ça va beaucoup moins bien. Et ça, dans le bilan cognitif, on va pouvoir un peu, peut-être saisir, pas tout le temps, mais saisir ces ruptures de vigilance, ces ruptures d'attention. D'accord, c'est intéressant. Alors c'est vrai que toutes ces fonctions, on aimerait bien ne pas les perdre et même les stimuler, donc il y a sûrement des possibilités d'entraîner toutes ces fonctions cognitives. Qu'est-ce que vous nous proposez Alors ce qu'on propose la plupart du temps, ce qui est important, c'est la stimulation au quotidien dans son environnement. C'est-à-dire que pour stimuler sa mémoire, rien de mieux de se confronter à l'apprentissage de nouvelles acquisitions. Donc ça va être vraiment en fonction de nos goûts, de nos préférences, de ce qu'on aime faire. Donc ça peut être se mettre à des cours qu'on ne faisait pas, des cours de chant, des cours de danse, des cours de yoga, des cours de photographie, s'inscrire à des clubs où on va visiter des musées, on rencontre des personnes.
c'est vraiment cette stimulation et cette mémoire d'apprentissage des choses nouvelles au quotidien qui est importante. Par exemple, on est allé au cinéma, on va dire bah voilà, j'étais au cinéma, qu'est-ce que j'ai vu, quels étaient les acteurs, pourquoi pas tenir un petit cahier, ou pourquoi pas se saisir de sujets qu'on aime bien et essayer de développer un dessus. D'aller plus loin. D'aller un peu plus loin. En fait, c'est vraiment la stimulation du quotidien, s'impliquer dans des associations, aller auprès de sa mairie. Les mairies peuvent développer, ils ont pas mal, donc soit des associations, soit des activités, soit même des clubs. Il y a des clubs de mémoire qui existent, il y a pas mal de choses, des clubs de bridge. Le bridge c'est très bon pour la mémoire, les capacités de raisonnement, s'inscrire à un club d'échecs aussi. Voilà, alors après il faut faire rencontrer nos goûts, ce qu'on aime faire, parce que c'est important qu'il y ait une dimension de plaisir. Tout à fait. Ça c'est très important, avec se donner des petits challenges, des petites choses, des petits apprentissages à développer au quotidien. Ça c'est très important. Et en termes de peut-être d'activité physique, est-ce que c'est... Alors l'activité physique est très importante pour développer sa mémoire, pour l'oxygénation cérébrale, c'est très important. Donc l'activité physique, ça peut être par exemple la marche, mais dès qu'on a une augmentation de notre fréquence cardiaque. Voilà. Donc se balader c'est bien, mais il ne faut pas hésiter à prendre un rythme un peu soutenu. Voilà. Voir qu'on fait un petit effort physique et également un petit peu dans le temps. Voilà, pas que marcher 5 minutes, se dire voilà, je vais faire une petite marche d'un quart d'heure, que je vais faire le matin, le soir par exemple. Voilà. Donc ça peut être une marche pour aller au musée, ça c'est super. Après on regarde un peu, on augmente sa curiosité et on essaie de se confronter à des choses nouvelles, c'est très important. Est-ce qu'il y a des outils des outils informatiques, enfin des petits tests? Alors, il peut y avoir, il suffit de tabler entraînement cognitif cérébral dans Google, dans un moteur de recherche quelconque, il y a plein de choses qui peuvent sortir. Donc effectivement, il y a des applications qui existent. Il y a Lumosity qui existe, qui est une petite application qu'on peut télécharger. Il va y avoir des applications aussi sur des consoles vidéo. Il y avait la simulation d'entraînement cérébral du Dr Kawashima. Enfin voilà, il y a des jeux, il y a beaucoup d'entraînements cérébraux qui sont développés. Donc il ne faut pas hésiter à aller à s'en Alors ça on travaille ces capacités, mais c'est vrai que là, il n'y a pas d'interaction sociale. Exactement, il y a moins d'interaction sociale. C'est quand même quelque chose d'intéressant parce qu'on travaille, mais c'est un petit peu moins complet. C'est-à-dire qu'on est aussi seul face à son smartphone, ce qui est un peu moins complet que... Diversifier un peu. Exactement, voilà. Et il y a des activités, des exercices qui peuvent être répétés, donc ils peuvent être un petit peu plus sujets, ça dépend des applications, mais ils peuvent être un peu plus sujets à l'effet d'entraînement. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait quelque chose, qu'on le répète, et ben on est moins soumis à cette nouveauté. D'accord. C'est jamais inutile, c'est toujours bien de faire des choses, mais on est peut-être un peu moins sujet à la nouveauté. C'est qu'à un moment donné, on comprend un peu le fonctionnement, on comprend un peu comment ça marche. Du coup, on y arrive plus vite. Et on y arrive un peu plus vite. Oui, c'est sûr. C'est vrai, il faut se confronter aussi aux nouvelles choses, grâce à la curiosité aussi. Mais ça peut être toujours intéressant d'utiliser aussi, si on aime faire ça, d'utiliser ces applications, ça peut être toujours aussi quelque chose de bien. Bon, et ben maintenant on a plein de données pour savoir comment stimuler sa mémoire. Vous pouvez retrouver cette vidéo sur Facebook, mais également sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez vous inscrire à notre chaîne également. Vous pouvez consulter toutes les actus sur la recherche sur notre site internet et vous inscrire à notre newsletter sur www.vaincrealzheimer.org. Et puis bientôt, vous le savez peut-être, nous sortons une brochure d'information sur la prévention, comment prévenir la maladie d'Alzheimer, comment faire, est-ce possible, et on reprend un peu tout ce que Sandrine a dit sur essayer de stimuler ses capacités cognitives, où il y a également dans cette brochure plein d'idées à vous donner pour stimuler son cerveau. Vous pouvez la précommander d'ailleurs dès maintenant sur notre site internet, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup Sandrine et on vous dit à bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir.